Janvier. Le mois qui écoute avant de parler. Partie 1. Le premier jour qui ne dort jamais. On croit que janvier marque un début. Mais parfois, il révèle ce qu'on fuit depuis toujours. Si tu aimes les récits qui intriguent, bouleversent et te hantent longtemps après. Bienvenue, tu es au bon endroit. Abonne-toi dès maintenant et rejoins notre communauté. Hop. C'est parti. RDV 222. Story and Life. Le premier jour de janvier ne ressemblait jamais aux autres jours. Dans le village de Keluma, posé entre une rivière lente et des collines rouges comme des braises anciennes, on disait que ce jour-là n'appartenait ni à l'année passée, ni à celle qui venait. Il flottait entre les deux, comme une respiration retenue trop longtemps. Dès l'aube, le silence était étrange. Pas un silence vide, non. Un silence chargé, lourd, comme si les murs des maisons d'argile avaient appris à écouter. Les anciens affirmaient que le 1er janvier entend tout. C'est pourquoi à Keluma, personne ne criait ce matin-là. Même les enfants, d'habitude rapides comme des chèvres, parlaient à voix basse. On disait que les mots prononcés trop forts ce jour-là pouvaient se retourner contre celui qui les avait lancés. Janvier faisait peur. Pas une peur brutale, mais une peur sourde, tapie sous la peau. Les femmes craignaient que la pluie se fasse attendre trop longtemps. Les hommes redoutaient que leurs mains se fatiguent avant la fin de l'année. Les jeunes avaient peur de rêves trop grands pour leurs jambes, point été les anciens. Eux craignaient surtout que leurs souvenirs deviennent plus lourds que leur corps. On disait souvent « Ce que janvier te prend, l'année entière ne te le rend pas ». C'est pour cela que le 1er janvier, on observait tout. La direction du vent, la manière dont la fumée montait, la façon dont un enfant riait ou pleurait sans raison. Tout était signe. Né le 1er jour, cette année-là, un enfant se leva avant le soleil. Il s'appelait Célémore. Ce prénom n'existait nulle part ailleurs. Sa mère l'avait entendu en rêve, murmuré par une voix sans visage. À Keluma, on croyait que les noms rêvés étaient plus puissants que les noms hérités. Célémore avait 15 saisons derrière lui, mais ses yeux semblaient en avoir vécu 50. Il était de ceux qui regardent avant de parler et qui comprennent avant de demander. Ce matin-là, il sentit quelque chose d'étrange dans l'air. Pas un danger, pas une promesse non plus. Plutôt, une attente. Le feu du seuil dans chaque maison, on rallumait le feu à partir d'une braise conservée de l'année précédente, jamais avec une flamme étrangère. Introduire un feu nouveau, le 1er janvier était vu comme une invitation aux ruptures point. La grand-mère de Célémore, Naïra, veillait sur cette braise depuis la veille. Son dos était courbé, mais son regard coupait encore comme une lame fraîche. Elle murmura en plaçant la braise sous le bois sec. Janvier est un juge silencieux. Il ne parle pas, mais il note. Célémore sentit un frisson courir le long de sa nuque. Que note-t-il, grand-mère ? Naïra sourit sans joie. Les intentions, pas les actes, les intentions. Dans le village, certains secrets ne se disaient jamais à voix haute le 1er janvier. On ne parlait pas des morts récents, on ne parlait pas des dettes, on ne parlait pas des colères de l'année passée. Mais surtout, on ne parlait pas de la nuit des nœuds. Pourtant, cette année-là, tout le monde y pensait. Car janvier venait avec un signe rare. La lune avait disparu dès la première nuit. Célémore savait que sa famille gardait quelque chose d'ancien. Un objet enveloppé dans 3 tissus, différents, rangés dans une jarre scellée. Personne ne lui en avait jamais parlé directement. Mais le 1er janvier, alors que le village s'éveillait lentement, il vit sa grand-mère poser la main sur la jarre, comme pour vérifier qu'elle respirait encore. « Ce mois ne ressemble pas aux autres », murmura-t-elle. « Pourquoi » demanda-t-il. « Parce qu'il commence par une question. À Keluma, janvier ne faisait pas trembler les genoux, point. Il faisait trembler les pensées, point. Heureux ce matin-là, chacun sentait que quelque chose de spécial approchait. Quelque chose qui n'était ni une bénédiction, ni une malédiction. Quelque chose qui demanderait un choix. Célémore sortit de la maison. Le soleil se levait lentement, comme hésitant à franchir le ciel. Les ombres semblaient plus longues que d'habitude. Même les oiseaux tardaient à chanter. Alors il comprit. Janvier n'était pas un mois. C'était une épreuve. Partie 2. La nuit des nœuds. Le soleil termina sa course sans éclat. Ce n'était pas un coucher ordinaire. À Keluma, on remarqua que la lumière s'était retirée comme quelqu'un qui ne voulait pas déranger. Même la poussière du chemin semblait retenir ses pas. Quand la nuit arriva, elle ne tomba pas d'un coup. Elle se posa pointute avec elle revint ce que tous craignaient sans jamais le nommer point la nuit des nœuds. On appelait ainsi la première nuit entière de janvier. On disait que, durant ces heures-là, les chemins invisibles se croisent, ceux des vivants, ceux des regrets et ceux des choix non faits. Chaque personne portait des nœuds en elle, des nœuds de peur, des nœuds de promesses, des nœuds laissés par les mots qu'on n'avait jamais osé dire. Cette nuit-là, janvier serrait ses nœuds pour voir lesquels céderaient. Dans le village, aucune porte ne restait grande ouverte. Mais aucune ne devait être complètement fermée non plus. Une porte trop ouverte appelait le désordre, une porte fermée rejetait l'avenir. Célémore observa les seuils. Chaque maison semblait hésiter, comme si elle respirait avec difficulté. Chez lui,
Nayira avait allumé une petite lampe d'huile qu'elle posa près de la jarre scellée. L'ombre de la jarre s'allongea contre le mur, prenant une forme étrange, presque humaine. « Ce soir, tu ne dormiras pas profondément, dit-elle calmement. « Personne ne dort profondément cette nuit, répondit-il. Elle hocha la tête. Ceux qui dorment trop bien en janvier se réveillent trop tard dans l'année. Dans chaque maison, on murmurait. Pas des prières complètes, pas des demandes claires, seulement des fragments. Que mes mains ne me trahissent pas, que mes enfants ne s'éloignent pas, que mon courage arrive avant ma fatigue. » Janvier n'aimait pas les longues phrases. Il préférait les vérités brèves. Alors que la nuit avançait, Célémore sentit une pression étrange dans sa poitrine. Pas une douleur, plutôt une insistance. Il sortit. Le village était calme, mais trop calme. Aucun chien ne remuait. Aucun insecte ne chantait point. À centre de Keluma se trouvait un cercle de pierres anciennes. Personne ne s'y rendait sans raison. Mais ce soir-là, ses pas l'y conduisirent sans qu'il puisse l'expliquer. Il n'était pas seul. 3 silhouettes se tenaient déjà là. Ils n'étaient ni jeunes, ni vieux. Leurs visages semblaient façonnés par des saisons différentes. Leurs yeux, eux, ne clignaient pas. « Tu es né sous un jour qui écoute, dit l'un d'eux. Et janvier t'a reconnu, ajouta un autre. Ce mois réclame toujours quelque chose, conclut le troisième. Célémore sentit sa gorge se serrer. Que veut-il de moi? Le premier veilleur sourit tristement. Pas ce que tu possèdes, pas ce que tu espères, mais ce que tu évites. Ils lui expliquèrent que chaque année, janvier choisissait quelqu'un. Pas un chef, pas un héros, quelqu'un capable de regarder ses propres peurs, sans détourner les yeux. Si tu refuses, dirent-ils, janvier passera quand même. Mais il laissera derrière lui des fissures. Dans les récoltes, dans les liens, dans les silences. Célémore pensa à sa grand-mère, à la jarre, à l'objet qu'on n'osait pas nommer. Et si j'accepte? Les veilleurs se turent longtemps. Alors janvier te marquera, dit enfin l'un d'eux. Pas sur la peau, mais dans ta manière de voir le monde. Ils lui demandèrent une seule chose, revenir au lever du jour avec la vérité, qu'il fuyait le plus. Pas une confession publique, pas un sacrifice visible, une vérité nue. Célémore comprit alors ce qui le terrifiait vraiment. Ce n'était pas l'échec, ce n'était pas la perte, c'était de rester sans jamais partir. Il rentra chez lui avant que la lampe ne s'éteigne. Nayira l'attendait, comme si elle savait. « Tu as entendu janvier ?» dit-elle simplement. Il acquiesça. Elle posa sa main sur la jarre. « Alors prépare-toi. Demain, ce mois te demandera de dénouer ce que d'autres ont laissé serrer. » Dehors, la nuit commençait à se retirer. Janvier venait de parler. Partie 3. Ce que le matin exige. L'aube arriva sans couleur. Le ciel n'était ni sombre ni clair, comme s'il hésitait à se montrer. À Keluma, on disait que les matins de janvier ne se lèvent pas. Ils s'annoncent. Célémore n'avait presque pas dormi. La vérité qu'il devait rapporter lui pesait sur la poitrine, lourde comme une pierre mouillée. Elle ne criait pas. Elle attendait. Dans la maison, Nayira s'était déjà levée. Elle ne posa aucune question. En janvier, les questions arrivent toujours trop tôt. Elle ouvrit enfin la jarre. À l'intérieur reposait un objet enveloppé dans des tissus ternis par le temps. Ce n'était ni une arme, ni un bijou. C'était un bracelet de cuivre ancien, gravé de signes irréguliers, presque maladroits. « Ce bracelet n'appartient pas à ceux qui veulent, dit Nayira. Il appartient à ceux qui doutent. » Célémore le prit. Il était plus froid que prévu. « Pourquoi l'avoir gardé si longtemps ?» demanda-t-il. Nayira le regarda droit dans les yeux. « Parce qu'il force à marcher quand on préfère rester. » Elle posa sa main sur son épaule. Janvier n'aime pas les racines trop profondes. Au centre du village. Les veilleurs attendaient déjà. Le cercle de pierre semblait plus étroit que la veille. « As-tu apporté ce que janvier exige ?» demandèrent-ils. Célémore inspira lentement. Il parla alors, sans détour, sans poésie. Il dit qu'il avait peur de quitter Keluma. Peur de découvrir un monde plus vaste que ses rêves. Peur de revenir un jour avec des mains vides et un regard changé. Mais surtout, il avoua ceci. « J'ai peur que si je reste, je me perde sans m'en rendre compte. » Le silence qui suivit fut long. Puis l'un des veilleurs hocha la tête. « C'est une vérité lourde, janvier l'accepte. » Ils lui demandèrent de passer le bracelet à son poignet. Au moment où le cuivre toucha sa peau, Célémore sentit une chaleur étrange, pas brûlante, mais insistante, comme un rappel constant. Ce n'est pas une protection, dirent-ils, c'est une mémoire. Ils expliquèrent que tant qu'il porterait ce bracelet, janvier resterait en lui, peu importe le mois. Il verrait plus vite les débuts. Il sentirait plus tôt les fins. Et il ne pourrait plus ignorer les moments où la vie demande un pas en avant. À mesure que le jour avançait, quelque chose changea à Keluma. Les gens parlaient un peu plus fort. Les enfants recommençaient à courir. Les portes s'ouvraient davantage. Janvier avait pris sa part. Mais il laissait derrière lui un avertissement. Les peurs non affrontées reviendraient, plus tard, sous une autre forme. Nayira observa Célémore s'éloigner vers la rivière. « Ce mois t'a choisi, murmura-t-elle. Mais souviens-toi, janvier ne garde jamais ce qu'il touche. »
Ce qui rend janvier spécial le premier mois n'est pas là pour promettre. Il est là pour déséquilibrer. Il enlève les certitudes trop lourdes. Il serre les craintes jusqu'à ce qu'elles parlent. Il rappelle que commencer n'est jamais confortable. Célémore leva les yeux vers le ciel enfin clair. Il ne savait pas quand il partirait. Il ne savait pas ce qu'il perdrait. Mais il savait désormais une chose, janvier ne lui avait rien pris. Il lui avait donné le courage d'accepter le mouvement. Partie 4. Quand le mois se retire. Les jours suivants, janvier poursuivit sa marche lente. Il n'apporta ni tempête ni miracle. Il fit mieux que cela, il observa. À Keluma, les gens commencèrent à remarquer de petites choses. Des détails si fins qu'on les aurait ignorés les autres mois. Un homme changea d'avis avant une dispute. Une femme retarda un départ précipité. Un enfant posa une question que personne n'avait jamais osé formuler. Janvier agissait sans se montrer. Célémore portait toujours le bracelet de cuivre. Il ne brillait pas, il ne faisait aucun bruit. Mais parfois, au détour d'un geste, il devenait chaud, comme s'il réagissait à une pensée précise. Il comprit vite, le bracelet ne signalait pas le danger, il signalait l'évitement. Chaque fois qu'il tentait de repousser une décision, la chaleur revenait. Janvier ne permettait plus la fuite intérieure. La dernière nuit arriva sans annonce. Le ciel était clair, presque paisible. Trop paisible pour un mois qui avait tant remué les cœurs. Les veilleurs apparurent une dernière fois, mais cette fois, ils ne dirent rien. Ils regardèrent simplement le village, comme on regarde un champ après la semence. L'un d'eux s'approcha de Célémore. « Tu ne nous reverras pas, dit-il, mais janvier, lui, reviendra, toujours, sera-t-il aussi dur ?» demanda Célémore. Le veilleur esquissa un sourire. Il est dur seulement avec ceux qui mentent à leur propre peur. Quand février arriva, rien ne sembla différent, au premier regard. Mais ceux qui avaient vécu ce mois savaient. Ils savaient que commencer demande toujours un déséquilibre. Que la peur n'est pas un ennemi, mais un seuil. Et que certains mois ne sont pas faits pour réussir, mais pour choisir. Célémore se tint au bord du chemin, regardant l'horizon. Il ne partit pas ce jour-là. Mais il savait désormais qu'il partirait. Et cela suffisait, car janvier n'exige pas l'action immédiate. Il exige la vérité durable. Dernière phrase à Keluma, on enseigne encore ceci aux enfants, si janvier t'a parlé une fois, écoute-le toute ta vie. 2 enseignements primordiaux à retenir. 1. Ce que tu évites au début de l'année te poursuivra toute l'année. 2. La peur n'est pas un arrêt, c'est un passage. Si cette histoire t'a captivé, n'hésite pas, clique sur j'aime, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines aventures palpitantes, car au final, Janvier ne promet rien. Il observe, il éprouve, il révèle. Si ce mois t'a parlé aujourd'hui, n'ignore pas ce qu'il t'a montré. Je me masturbais tous les soirs sans savoir que je n'étais pas seul. L'histoire de Déborah. Et si ton pire démon ne vivait pas dehors, mais juste là, derrière tes yeux, dans le reflet que tu évites de soutenir trop longtemps, Déborah n'avait rien d'extraordinaire. 27 ans, une vie discrète, un appartement trop silencieux pour une ville trop bruyante. Elle travaillait tard, rentrait épuisée, et chaque soir se terminait de la même façon. Lumière tamisée, rideaux tirés, téléphone posé face contre table. Un rituel intime, presque mécanique. Un moment qu'elle croyait sans conséquence. Au début, c'était simplement un refuge. Un espace à elle. Un moyen de sentir qu'elle existait encore. Puis quelque chose a changé. Elle ne sut jamais dire quand exactement. Peut-être ce soir-là où le silence de l'appartement sembla plus dense. Comme s'il ne s'agissait plus d'une absence de bruit, mais d'une présence retenue. Déborah se souvint avoir hésité avant de fermer la porte de sa chambre. Une sensation absurde, irrationnelle. L'impression fugace qu'en la fermant, elle enfermait quelque chose avec elle. Les nuits suivantes, le plaisir n'était plus seul. Il venait accompagné. Ce n'était pas une voix. Pas encore. Plutôt une conscience diffuse. Une attention. Comme si l'air lui-même observait. Déborah commença à faire des rêves étranges. Toujours la même pièce, toujours la même lumière bleutée. Elle y était nue, vulnérable, mais incapable de bouger. Et dans ses rêves, il y avait un miroir. Un miroir qu'elle n'osait pas regarder entièrement. Car chaque fois qu'elle le faisait, son reflet avait une fraction de seconde de retard.
juste assez pour sourire quand elle ne souriait pas. Au réveil, son corps se souvenait. Son esprit, lui, refusait. Les jours passaient, les nuits devenaient plus longues. Déborah sentit son rituel se transformer. Ce qui était un acte de détente devenait une convocation silencieuse. Elle ne le formulait pas ainsi, bien sûr, mais quelque chose répondait, toujours, avec une précision troublante, comme si une présence connaissait son corps mieux qu'elle-même. Un soir, alors que la pluie martelait les vitres, Déborah entendit un souffle. Pas près d'elle. En elle. Elle se redressa brusquement. Son cœur battait trop vite. La pièce était vide. Pourtant, elle n'était plus seule. Elle le savait avec une certitude glaciale. Son regard se posa lentement sur le miroir de l'armoire. Elle voulut détourner les yeux. Elle n'y parvint pas. Son reflet la fixait. Intensément. Et cette fois, il ne l'imitait plus. Ses lèvres bougèrent sans émettre de son. Déborah comprit sans entendre. Le message n'était pas verbal. Il vibrait dans sa poitrine, dans son ventre, dans les recoins les plus profonds de son désir. « Tu m'as ouverte. » Cette nuit-là, Déborah ne dormit pas. Et pourtant, elle rêva. Les jours suivants, le monde extérieur perdit de sa consistance. Les bruits semblaient lointains, les visages flous. Seules les nuits avaient du relief. Elle commença à sentir une présence derrière elle, même en pleine journée. Une pression légère entre les omoplates, comme une main invisible guidant ses gestes, ses pensées. Elle chercha des réponses. Forums ésotériques, textes anciens. Elle tomba sur des récits qu'elle aurait dû refermer immédiatement. Des histoires de seuil, de pratiques répétées sans intention magique, mais suffisamment chargées pour attirer ce qui attend de l'autre côté. Des entités qui ne frappent pas à la porte. Elle se glisse par les fissures du plaisir et du silence. Déborah voulut arrêter. Elle le promit. Mais chaque nuit, quelque chose la rappelait. Et plus elle résistait, plus la présence devenait insistante. Le miroir changeait. Son reflet la regardait avec une tendresse malsaine, comme un amant ancien, comme un dieu patient. La dernière nuit, Déborah alluma toutes les lumières. Elle couvrit le miroir d'un drap. Elle s'assit sur son lit, tremblante, répétant à voix haute qu'elle était seule, qu'elle contrôlait encore son corps, son espace, son esprit. Le drap tomba. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé ensuite. Les voisins parlèrent d'un cri étouffé. Les enquêteurs notèrent l'absence de lutte. Déborah fut retrouvée au matin, assise face au miroir, les yeux ouverts, le visage étrangement apaisé. Le miroir, lui, avait disparu. Certains disent que Déborah a sombré. D'autres pensent qu'elle a franchi une porte. Mais si tu écoutes bien, très tard dans la nuit, quand le silence devient trop parfait, tu pourrais sentir toi aussi qu'on te regarde. 2 enseignements à retenir. 1. Tout rituel répété devient une porte. Ce que tu répètes en silence finit par te répondre. Il n'existe pas de geste neutre lorsqu'il est nourri par l'obsession, la solitude ou le secret. Qu'il s'agisse de plaisir, de colère ou de foi, la répétition crée une intention, même inconsciente. Et toute intention prolongée ouvre un seuil. Ce ne sont pas les actes qui sont dangereux. Ce sont les portes qu'ils finissent par former. 2. Le pire témoin n'est pas l'autre, mais soi-même dans chacune de ces histoires, personne n'est attaqué de l'extérieur. Le danger ne force jamais l'entrée. Il attend que le personnage baisse la garde, accepte de se regarder trop longtemps, trop profondément. Le véritable point de rupture n'est pas la peur. C'est le moment où l'on cesse de se demander « Et si je n'étais plus seul avec moi-même » 3 histoires, 3 vies ordinaires, 3 moments où le silence a duré un peu trop longtemps. Ils n'ont pas invoqué de démons. Ils n'ont pas cherché l'interdit. Ils ont simplement répété, pensé, ressenti, jusqu'à ce que quelque chose réponde. Car le monde ne se brise pas toujours dans le fracas. Parfois, il se fissure doucement, dans une chambre fermée, devant un miroir, ou dans une pensée que l'on croit n'être qu'à soi. La question n'est pas de savoir si quelque chose nous observe, mais à quel moment nous l'avons invité. Et maintenant que tu as entendu ces histoires, fais attention à ce que tu répètes ce soir. Ces 3 histoires n'étaient pas là pour te faire peur. Elles étaient là pour te réveiller. Parce que derrière chaque récit, il y a une question silencieuse. Jusqu'où peut-on aller sans s'en rendre compte? Maintenant, c'est à toi. Dis-nous en commentaire laquelle de ces 3 histoires t'a le plus marqué, celle qui t'a mis mal à l'aise, celle qui t'a fait réfléchir, et surtout ce que tu en as retenu. Si ce format t'a plu, ces histoires courtes, sombres, entremêlées, où le mystère s'installe lentement et ne te lâche plus, alors sache une chose, tu es exactement au bon endroit. Ici, on ne raconte pas des histoires pour passer le temps. On les raconte pour qu'elles te suivent après la vidéo.
LV222. Story and Life.